Bismillahirrahmanirrahim. Maintenant, on traite un cours très important dans la pédiatrie qui est les dépistages chez l'enfant. Dans ce cours, on va baser sur les dépistages suivants. Donc, un étudiant en cycle clinique doit savoir, donc c'est les objectifs pédagogiques, savoir dépister les troubles visuels et les troubles auditifs, ce qu'on va voir dans la première et la deuxième partie, savoir dépister la luxation congénitale de la hanche et dernièrement savoir identifier une déformation du rachis ou bien la scoliose, la scoliose chez l'enfant et chez l'adolescent. Pour les gens qui cherchent ces supports, pour les gens qui viennent juste de nous suivre, vous allez les retrouver toujours dans la description. C'est le cours de Dr Moustour. Je vous invite toujours à abonner si vous ne l'êtes pas encore. Un maximum de partage. Ne laissez pas seulement ces vidéos à votre disposition. Et on commence notre cours maintenant. Donc le dépistage, premièrement, c'est ce qu'on va voir dans cette première partie, c'est les dépistages des déficits sensoriels. Lorsqu'on dira sensoriel, deux fonctions sont intéressées par cette dernière, c'est les troubles visuels et les troubles auditifs. Donc comme introduction, les déficits sensoriels constituent un handicap à l'origine de la perturbation du développement mental de l'enfant et de sa capacité de socialisation. Donc tout ça, c'est l'intérêt de la question aujourd'hui. Pourquoi on est en train de traiter ce dernier cours? Un dépistage précoce, c'est écrit en gras. Il est primordial pour espérer le pronostic le plus optimal. Vous allez voir que certaines pathologies, si ces derniers ils sont dépistés à un stade avancé, plutôt à un stade précoce, ces dernières vont avoir un mieux pronostic, une meilleure évolution qui est favorable par rapport à un dépistage qui est tardif ou bien pas de dépistage à tout moment. Donc, le dépistage précoce, deuxièmement, doit être précoce, primordial, pronostic. Ça, c'est les termes qui sont en train de se répéter dans ce cours. Premièrement, on va commencer par le dépistage des troubles visuels. Donc, pour les troubles visuels, donc, la mise en évidence d'un ou des plusieurs facteurs de risque de troubles visuels doit, donc tout ce qui est en gras toujours, prenez note, c'est ce qu'on va baser et c'est hyper tombable et sont fréquemment posés comme thème d'examen. Donc, si vous allez noter les facteurs de risque, quels sont ces facteurs de risque, vous allez les acquérir dans cette partie. C'est votre rôle de rechercher ces derniers. Vous devez être très attentif à la naissance, rechercher ces dernières, réaliser deuxièmement systématiquement un examen ophtalmologique entre l'âge de 3 et 12 mois. Donc, premièrement, quel est votre rôle en tant que médecin? Rechercher ces facteurs de risque de troubles visuels, être très attentif deuxièmement dès la naissance et troisièmement, notez tout ça, troisièmement, faire un examen systématique, on insiste sur ce terme, entre l'âge de 3 à 12 mois, même, même en absence de signes d'appel. Pour les facteurs de risque, vous allez rechercher des antécédents personnels et des antécédents familiaux. Quels sont ces antécédents? Commençons premièrement par les antécédents personnels. Donc la notion de prématurité. Malheureusement, un enfant prématuré, il peut développer des troubles de type sensoriel. Il a ses globes oculaires et il a son appareil auditif qui est très vulnérable au environnement externe. Donc, une prématurité, c'est un facteur de risque personnel, premièrement. Deuxièmement, un retard de croissance intra-utérine. On va revoir ce dernier dans la gynécologie prochainement. Des troubles neurologiques, donc, ou bien de souffrance, ou bien dite l'infirmité motrice cérébrale, donc tout trouble neurologique, voire cérébral. La notion de surdité, les anomalies chromosomiques, donc troubles de surdité, l'IMC, l'infirmité motrice cérébrale, tout ce sont des facteurs de risque que cet enfant peut développer des troubles visuels encore et encore. Donc surdité, les anomalies chromosomiques, surtout la trisomie 21. Malheureusement, les enfants nés avec syndrome de Down, syndrome trisomie 21, sont vulnérables, sont susceptibles de développer des troubles visuels. Autre malformation, ça vous avez vu l'année passée dans la neurologie, c'est la craniosténose avec toutes ses variétés, ou bien la dystocie crânio-faciale, c'est la même, c'est la craniosténose, mais en association syndromique à d'autres malformations faciales. Consultez-vous le cours concernant la craniosténose pour plus d'informations. L'embryophétopathie, la toxoplasmose, malheureusement,
dans sa forme oculaire peut donner des troubles visuels. Ça nécessite le suivi de l'enfant. Ensuite, il faut toujours, on répète, le cours concernant la toxoplasmose. Tous ces cours sont disponibles dans ces séries de vidéos. Et l'exposition en intra-utéro à la cocaïne, l'alcool, toxicopathie, toxicomanie, donc tout ça, c'est en faveur d'une malformation ou bien des troubles visuels chez l'enfant. Premièrement, c'est personnel. Deuxièmement, pour les antécédents familiaux, vous allez rechercher s'il s'agit d'une notion de strabisme chez la famille, troubles sévères de réflexion, donc vous allez rechercher la myopie sévère, la myopie précoce, l'amblyopie, donc ça c'est la myopie. Premièrement, myopie et deuxièmement, l'amblyopie. Ou bien astigmatisme, donc absence de focalisation visuelle. Vous allez rechercher d'autres maladies ophtalmologiques héréditaires. Recherchez par exemple, donc ça c'est l'amblyopie. Recherchez toujours d'autres maladies ophtalmologiques héréditaires, le cataracte congénital, la notion de glaucome congénital et les rétinopathies. Donc là voilà, un cataracte familial, congénital, tout ça sont des facteurs de risque. Vous allez les rechercher, on répète systématiquement. C'est votre devoir, c'est votre rôle en tant que médecin dans ce cours de ces dépistages. On insiste sur ce tableau. Il est à retenir par cœur. D'abord, c'est votre conduite, tout ce que vous allez faire dans votre dépistage ou bien examen de dépistage. On continue. Donc après ça, on répète, un bilan visuel, il doit être fait de façon systémique entre l'âge de 3 et de 12 mois. Donc, troisième compétence. À l'examen, vous allez rechercher trois majeurs signes. Donc, ce bilan visuel, il est à administrer à tout âge. Dans ce dernier, vous allez rechercher, vous allez examiner les paupières premièrement. Vous allez examiner les globes oculaires, les conjonctifs, la cornée et les pupilles. Chacun de ces derniers, chacun de ces organes peut vous orienter vers une pathologie qui peut être, comme on l'avait dit, traitée, mieux prise en charge si le dépistage il est précoce. Donc, premièrement, on commence par les paupières. Donc là, voilà, ça c'est de la rétinopathie, ça c'est du glaucome. Et là, c'est votre examen ophtalmologique qui est systématique, on répète. Donc, premièrement, pour les paupières, vous allez rechercher, c'est à noter, donc les trois signes majeurs dans la recherche au niveau du paupière, c'est le ptosis. Vous avez vu ça précédemment dans la myasthénie, donc ptosis ou bien chute de la paupière supérieure. Tout ça, c'est de la neurologie. Vous allez rechercher l'épicanthis, toujours là, ça c'est le ptosis. L'épicanthis, donc là voilà l'épicanthis, ou bien rechercher, donc ça c'est l'épicanthis, ou bien rechercher l'angiome, et voilà votre angiome au niveau de la paupière. Tout ça, ce sont des signes pathologiques qui nécessitent un, ou bien une investigation ophtalmologique. Donc on répète, premièrement, donc chute de la paupière supérieure ou bien le ptosis premièrement. Deuxièmement, l'épicanthis qui veut dire l'obliquité de l'installation ou bien de la situation de l'œil. Voire troisièmement l'angiome. Donc c'est au niveau cutané, c'est cette coloration, c'est cet aspect dermatologique rougeâtre au niveau de la paupière. Donc tout ça, si on vous pose la question, ce sont des critères à orientation, c'est votre rôle en tant que médecin. Orientez-vous cet enfant vers une investigation chez un ophtalmologue. On continue notre bilan. Donc l'examen de la paupière, ptosis, épicanthis, angiome. Examen des globes oculaires. À noter. Donc, cet aspect-là à droite, c'est la microphthalmie, qui veut dire petit œil. Au globe oculaire, microphthalmie. La buphthalmie, qui veut dire l'augmentation de la taille du globe oculaire. Donc voilà, microphthalmie qui veut dire petit œil. Et là voilà une buphthalmie qui veut dire une augmentation, donc des globes oculaires qui sont augmentés de taille, comme si indiqué là dans l'image. Deuxièmement, microphthalmie, buphthalmie. Troisièmement, au niveau des conjonctifs, vous allez rechercher des rougeurs, larmoiement, qui peut être témoin d'une obstruction du canal lacrymal. Troisièmement, ou bien quatrièmement, pour la cornée. Donc, voilà une obstruction du canal lacrymal. Pour la cornée, vous allez rechercher l'opacité cornéenne, chercher un cataracte. La mégalocornée, voilà une mégalocornée prise en charge. Ou bien le glaucome, c'est la même chose.
Dernièrement, pour les pupilles, donc le titre le plus important, là je demande votre intention. Si vous avez, bien si vous avez un parent qui vous dit que mon enfant il est en train de développer, ou bien j'ai remarqué ses yeux qui font, bien son œil qui est en train de briller, notez-vous bien ce terme-là, briller. Le terme médical là c'est le leucocorie. Donc là, vous êtes malheureusement devant un rétinoblastome qui est une tumeur oculaire, malheureusement. Donc, le leucocorie peut être le seul signe clinique témoignant ou bien qui vous va vous orienter vers un rétinoblastome. On va voir ça dans le chapitre concernant la pathologie tumorale. Donc là, le leucocorie, l'absence d'œil qui brille, voilà, une œil qui brille à certains angles. Donc là, le leucocorie, rétinoblastome, cataracte, dans certains des cas, l'anisocorie qui veut dire deux pupilles qui sont de taille, qui sont liées, non égaux, non égales. Donc là, voilà toujours là, le leucocorie, œil qui brille, le terme là, vous allez entendre par le parent, ou bien l'anisocorie. Donc là, ce sont deux pupilles qui ont une taille qui est inégale, qui peut être en faveur d'un neuroblastome. Donc si on résume, donc vous allez rechercher premièrement de l'extérieur à l'intérieur ptosis, épicanthis et un angiome. Ça c'est à l'œil nu. Deuxièmement, au niveau des globes oculaires, microphthalmie et buphtalmie. Au niveau conjonctif, vous allez rechercher quelle pathologie si on vous donne la question. C'est l'obstruction du canal lacrymal, nécessite une intervention, rougeur voire larmoiement, la cornée. Vous êtes en train de dépister un glaucome. Donc, si on vous pose la question, quels sont les signes de glaucome? C'est une opacité cornéenne ou bien de la mégalocornée. Donc, une cornée qui est augmentée de taille, c'est en faveur d'un glaucome. Et dernièrement, malheureusement, les pathologies tumorales, le cocorie, qui veut dire l'œil qui brille en faveur du rétinoblastome ou de la cataracte congénitale. Surtout s'il s'agit de cette notion de cataracte, comme nous avons dit au début de ce cours, comme antécédents familiaux, et dernièrement le neuroblastome en cas de l'anisocorie. Donc tout ça, ce sont les signes que vous allez rechercher. Tout ça, ce sont les signes qui vont vous orienter. Votre rôle est d'orienter cet enfant vers un avis ophtalmologique pour prendre en charge ces pathologies, on répète, qui peuvent avoir de meilleurs pronostics si ce dépistage il est précoce. Donc voilà dans votre support. Donc le cocorie qui est en faveur, on insiste sur cette plaque rétinoblastome et cataracte, l'anisocorie, donc les deux pupilles qui ont une taille qui est inégale, c'est en faveur du neuroblastome. On va voir ces deux tumeurs embryonnaires lorsqu'on va engendrer le chapitre concernant la néoplasie. Dernièrement, vous allez conclure votre examen ophtalmologique via votre bilan visuel au cours des premières semaines de vie. Qu'est-ce que vous allez rechercher? Et qu'est-ce que vous allez trouver? Un réflexe photomoteur qui est absent. Donc le voilà, un réflexe photomoteur. J'espère que vous vous souvenez de votre neurologie. Donc c'est ce réflexe photomoteur, il va être absent. Donc c'est l'absence du clignement de l'œil à l'exposition luminaire. Vous allez trouver une lueur pupillaire. C'est un trouble des milieux transparents. Et vous allez trouver un réflexe cornéen, donc, qui est aboli. Un réflexe cornéen qui est pathologique. Tout ça, vous avez vu dans votre examen neurologique ou bien l'examen des nerfs crâniens. Donc, un réflexe cornéen qui est pathologique, il est en faveur d'un strabisme. Donc, tout ça, ce sont des signes. Je répète, vous allez rechercher, que vous allez dépister. Surtout, on insiste sur la plaque précédente, la leucocorie, l'anisocorie, l'aspect pathologique, en association avec la triade, ptosis, épicanthus et angiome. On va arrêter notre démarche concernant le dépistage neurologique là. Donc, j'espère que vous avez noté tous les points forts concernant le dépistage visuel. On va continuer prochainement. On va passer aux troubles auditifs jusqu'aux arrivées à scoliose, voire les troubles de l'appareil locomoteur. Merci pour votre attention. Bon courage dans vos préparations toujours. À la prochaine.